Bonjour, Docteur Perrault. Salut Lise. On se voit aujourd'hui pour discuter de traitement pour la migraine. Puis le timing est vraiment le fun puisque là, il y a des nouvelles lignes directrices qui viennent d'être publiées pour le traitement de la migraine. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça en quelques minutes? Oui, c'est sûr, absolument. Oui, non, c'est un excellent timing par rapport à ça parce que c'était l'automne dernier, 2024, les nouvelles lignes directrices canadiennes sur comment bien guider, dans le fond, les médecins, autant médecins de première ligne que les neurologues, dans le choix des traitements pour prévenir la migraine. Les crises de migraine sont sorties. Fait que ça, c'est un gros travail là, qui a été fait, là, ça date de plusieurs années avec des neurologues à travers le Canada, dans le fond, qui ont tous des spécialités en médecine de mal de tête, qui sont penchés sur toutes les dernières études qui sont sorties dans les dernières années, puis qui ont regardé voir c'est quoi les évidences, de quels traitements ils sont les plus efficaces, puis sont les mieux tolérés pour venir prévenir la migraine. Puis après ça, en faisant toute cette compilation-là, ben les spécialistes se sont tous assis. Dans le fond, ils ont regardé les études, les résumés, tout ça. Puis avec ça, on a pu faire des recommandations pour savoir quels médicaments étaient recommandés, aussi dans tout dépendant de quelles circonstances également. Puis on a émis des recommandations pour voir qu'est-ce qui devrait être offert en première ligne, deuxième ligne, puis de voir un peu qu'est-ce qui était le plus recommandé dans le fond. Puis, concrètement, pour la personne qui vit avec la migraine, qu'est-ce que ça va entraîner comme changement? Bien, c'est sûr que en fait, ça va aider beaucoup. C'est un outil qui va être très utile puis qu'il faut en parler de plus en plus parce que pour tout ce qui est des médecins de famille, ça va beaucoup les aider aussi, puis les neurologues aussi généraux, mais de savoir qu'il y a des nouvelles lignes directrices pour nous aider parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lignes directrices d'avant, bien, ils dataient de 2012. Donc, ça faisait quand même plusieurs années et tous les nouveaux traitements depuis les 5 dernières années, donc les anticorps monoclonales contre le CGRP puis les médicaments anti-CGRP là, qui sont sortis, bien, ils n'étaient pas dans les lignes directrices de 2012, alors qu'on sait des médicaments qu'on a depuis 2018. Maintenant, on sait où est-ce qu'ils se situent dans les lignes directrices. Fait que c'est sûr que ça va aider pour ça. Fait que pour le patient, qu'est-ce que ça va changer? Mais ça va beaucoup être un outil qui va être intéressant pour son médecin, dans le fond, pour pouvoir qu'il puisse l'utiliser. Puis également, ça va pouvoir permettre de dire, si ce médicament-là n'a pas fonctionné, voici la prochaine ligne, où est-ce qu'on s'en va? Fait que ça va bien guider, dans le fond, les professionnels de la santé par rapport au traitement à utiliser. Donc, ça donne vraiment une marche à suivre très claire d'une étape après l'autre, comment on doit traiter la migraine. Oui, puis même aussi, ces lignes directrices-là, on vient aussi dire, quel médicament devrait être offert en première ligne chez quelqu'un qui n'a jamais eu de traitement, quel médicament devrait être offert pour quelqu'un qui a déjà de la migraine chronique, vers quel traitement on devrait aller, ou quelqu'un qui vit avec d'autres maladies aussi, qu'on parle de l'hypertension, aussi, ou sinon qui vit avec également un peu d'embonpoint, ou avec également s'il y a une femme qui a un désir de grossesse, bien, tout ça, ça vient guider sur quel traitement serait le plus approprié et jugé sécuritaire. Fait que oui, ça va beaucoup aider pour ça. Puis, est-ce que les lignes directrices, c'est seulement pour la médication préventive? Oui, c'est seulement pour la médication préventive. Il y a également, à ce moment, un nouveau travail qui est en cours, ou du moins qu'on est en train de réfléchir pour faire la même chose pour les traitements aigus, donc les crises migraines, enfin les traitements de crise. Mais en ce moment, ça, c'est pas encore sorti. Fait que ça va prendre encore quelques années avant que ça sorte pour celui-là. Donc, les lignes directrices qui viennent d'être publiées, est-ce qu'on peut s'attendre que ça soit appliqué dès demain matin quand on va consulter notre médecin ou nos différents professionnels de la santé? C'est sûr que les lignes directrices, on vient se baser vraiment sur tout ce qui est les arguments vraiment des évidences scientifiques. Hein? Donc, là, on vient recommander ce qui est le plus sécuritaire, le plus efficace, dans le fond, pour les patients. Par contre, il y a une autre réalité qu'on peut difficilement négliger, c'est dans l'application de ces lignes directrices-là, mais il y a des enjeux aussi de couverture des assurances, des enjeux monétaires qui sont quand même présents. Fait que c'est sûr qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont plus chers, comme les anticorps contre le CGRP, bien, sont recommandés beaucoup plus tôt maintenant dans les traitements parce que c'est des médicaments efficaces puis bien tolérés. Mais il y a encore des barrières, point de vue des assurances, puis point de vue aussi avec assurance privée ou gouvernementale. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas nécessairement s'attendre à avoir accès tout de suite à ces traitements-là. Puis c'est quand même aussi adéquat parce qu'il y a d'autres médicaments qu'on peut prendre avant aussi qui sont tout à fait aussi adéquats puis qui peuvent bien traiter la migraine. Mais au moins, les nouvelles lignes directrices, ce qu'ils disent, c'est que ces médicaments-là devraient avoir accès, dans le fond, un peu plus tôt. Mais après ça, dans l'application, on va voir ce qu'il y en est. C'est évidemment, on va voir si les assureurs et les assureurs privés autant que gouvernementales vont certainement prendre en compte ces nouvelles lignes directrices-là, mais
À quelle mesure, on ne peut pas le dire en ce moment. Donc, au niveau des options de médication préventive, je pense qu'il y en a plusieurs. Bon, il y a les premières catégories qui sont souvent essayées qui, sont habituellement des médicaments qui sont utilisés pour d'autres maladies, mais qu'on peut aussi utiliser pour la prévention de la migraine, c'est bien ça? Oui, absolument, dans le fond. Fait que, il y a des médicaments, dans le fond, très usuels qui sont là depuis plusieurs années, qui ont souvent été faits pour d'autres conditions comme l'hypertension ou, des fois des antidépresseurs, mais qui, on a remarqué, ils ont un effet sur la migraine, ils viennent diminuer ça. Donc, c'est pour ça que puis après ça, on les a étudiés, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, des gros impacts sur la migraine. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup. Entre autres, dans ces médicaments-là, de ce qu'on a, en fond, il y a 2 classes principales là, que je dirais qu'on offre en première ligne. C'est les antidépresseurs qu'on dit souvent tricycliques, donc qui fait partie l'amitriptyline ou l'élavil, en fond, qui est son nom. Et dans les autres médicaments qu'on a, c'est aussi les antihypertenseurs. Et dans les antihypertenseurs, on a ce qu'on appelle des bêta-bloqueurs. Fait que ça, c'est des médicaments qui vont souvent ralentir les battements du cœur. Puis dans ça, on a des médicaments qui s'appellent propranolol. On a également aussi métoprolol ou tous des médicaments comme ça. Et on a aussi un autre antihypertenseur qui n'est pas dans la classe des bêta-bloqueurs, mais qui est aussi efficace, puis que dans les nouvelles lignes directrices canadiennes vient d'être rajouté aussi comme traitement de première ligne, qui s'appelle le candesartan. Donc, c'était tous des médicaments qui sont quand même reconnus efficaces et ils ont un bon profil point de vue efficacité et également profil d'effets secondaires. Fait que c'est des médicaments qui sont relativement bien tolérés aussi. Fait que c'est pour ça c'est les trois médicaments là, que je viens de parler là, principalement. Donc, ça veut dire les antidépresseurs tricycliques, les bêta-bloqueurs et le candesartan. Ils sont recommandés en première ligne là, pour le traitement de la migraine épisodique, mais également la migraine chronique également. Puis pourquoi qu'on recommande ces médicaments-là en premier lieu, même s'ils ne sont pas conçus dans le but de prévenir la migraine? Ben, parce que dans le fond, c'est des médicaments qui sont efficaces. Fait que les études ont quand même démontré une bonne efficacité. Puis aussi, point de vue, le profil d'effets secondaires, ben, on voit qu'ils sont quand même également, qui sont assez tolérables de manière générale. Certaines personnes vont avoir des gros effets secondaires sur ces médicaments-là, mais il y a quand même une proportion des gens qui sont très bien tolérés puis qui vivent avec ces médicaments-là à long terme sans problème. Puis également, c'est des médicaments qui sont peu coûteux aussi. Fait que ça vaut la peine aussi de les essayer en première ligne. Mais tu sais, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins essayer un ou deux de ces traitements-là avant d'aller vers les autres médicaments qui ont été développés spécifiquement pour la migraine. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir accès tout de suite aux médicaments qui sont spécifiques pour la migraine, mais les enjeux font en sorte que c'est quand même des médicaments qui sont chers aussi. Et aussi, le bémol que je vais rajouter là, dans ça, c'est que c'est des médicaments qui sont relativement nouveaux. Hein? Donc, le premier anticorps anti-CGRP date de 2018. Donc, ça fait même pas 10 ans hein, qu'on a ces médicaments-là. Puis, on sait que des fois, même s'ils ont été démontrés très sécuritaires dans les études, puis il n'y a pas de gros impacts immédiats, dans le fond, sur les patients, bien, au long terme, des fois, il y a des petits effets secondaires qui peuvent ressortir. Fait que pour avoir un profil d'effets secondaires bien global, bien, des fois, c'est bon de se laisser un peu de temps aussi, puis de voir au long terme qu'est-ce que ça va donner. Je ne suis pas en train de dire que c'est dangereux de commencer ces médicaments-là, mais ce que je dis, c'est que c'est bon de garder une petite prudence, puis d'y aller avec des fois des médicaments usuels avec lesquels on a plus de recul, puis qu'à part la suite, par contre, si ça ne fonctionne pas, aller rapidement vers des médicaments qui sont spécifiques contre la migraine, c'est tout indiqué. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester 5 ans sur ces médicaments-là, puis non, je pense que dès que ça ne fonctionne pas, aller rapidement vers les autres, c'est tout à fait adéquat. Puis quand vous dites, bon, si ça ne fonctionne pas après un certain temps, on va rapidement vers autre chose, on se laisse à peu près combien de temps pour faire l'essai d'un médicament préventif avant de dire ça marche ou ça ne marche pas? Absolument, on dit au moins 2 à 3 mois avec une dose qu'on dit efficace et tolérée. Ça veut dire qu'il faut augmenter le médicament au maximum, dans le fond, de la dose que votre médecin va vous recommander, sans trop d'effets secondaires, puis garder ce médicament-là de manière constante pendant 2 à 3 mois. Parce que des fois, ce genre de médicaments-là, les 3 que j'ai mentionnés un peu plus tôt, bien, ça prend des fois jusqu'à 2 mois avant qu'on voit les bénéfices, avant que ça s'installe, parce qu'ils viennent beaucoup changer un peu les signaux au niveau des neurones puis les neurotransmetteurs qui sont envoyés. Fait que des fois, c'est des changements qui prennent du temps. Fait qu'on voit les bénéfices un petit peu plus tard. Fait que c'est pour ça qu'on dit au moins 2 à 3 mois sous un même médicament bien toléré avant de changer vers un autre.
C'est sûr que s'il n'est pas toléré du tout, donc des gros effets secondaires, puis qui persistent plus que 5 à 7 jours. Parce que des fois, les effets secondaires, on s'habitue, hein, puis ils finissent par disparaître. Mais quand ça perdure plus que 5 à 7 jours, les effets secondaires, c'est souvent signe que ça risque de persister. Fait que ça veut dire qu'on peut arrêter le médicament puis changer de classe de médicament ou changer vers un autre traitement et non pas juste persister puis vivre dans la torture comme ça, là. Fait que je pense que c'est bien si on peut aller vers d'autres médicaments plus rapidement que ça. Puis ça, ce type de médicament-là, c'est quelque chose qu'on prend vraiment à tous les jours. C'est pas seulement quand on a un épisode de migraine. Non, c'est bien important. Ça, les médicaments préventifs, c'est à prendre à tous les jours. Parce que dans le fond, même si on a l'impression qu'on va bien, il faut garder les médicaments parce que des fois, puis plusieurs personnes qui vont me le rapporter, ils ont essayé de l'arrêter d'eux-mêmes ou de le diminuer un peu, puis les mal de tête sont revenus. Fait que ça montre qu'on en a encore besoin. Généralement, on essaie de rester sur un traitement préventif pendant au moins 1 an. C'est à peu près la période de temps qu'on dit qu'il faudrait au moins le garder quand ça va bien. Mais si ça ne va pas bien, si on a encore des mal de tête, c'est sûr qu'il faut le garder un peu plus longtemps. Mais quelqu'un qui, par exemple, avait des mal de tête, des migraines, 15 jours, 15 jours par mois, puis on a débuté les médicaments, puis il est diminué maintenant 2 à 3 jours par mois. Ça va bien, il est bien traité avec ses traitements aigus aussi quand il y a des crises. Mais après 1 an, en discutant avec le patient, puis si lui, il veut, on peut décider de diminuer tranquillement les traitements puis de les arrêter. Jamais on va forcer quelqu'un à arrêter les médicaments s'il ne veut pas, parce que s'il veut pas retourner, si la personne ne veut pas retourner sur comment elle était d'avant, c'est tout à fait compréhensible aussi. Mais je pense qu'il y a une manière de le faire, puis d'espacer tranquillement, diminuer tranquillement, puis voir comment on réagit aussi. C'est toujours des manières qu'on peut faire pour essayer d'enlever les médicaments. Mais de manière générale, au moins 1 an qu'on essaie de rester sous des traitements. Donc, ce serait possible de prendre une médication préventive pendant un certain temps. Ensuite, au bout d'1 an, on pourrait tranquillement diminuer la médication, éventuellement l'arrêter. Puis, est-ce que ça reste une possibilité que la personne ne revienne pas à une fréquence élevée d'épisodes de migraine? Absolument. C'est des choses qu'on voit souvent parce que la migraine, c'est une maladie qui est chronique et qui on dit qui est un peu, je dirais, sournoise. Hein? Fait qu'il y a des périodes dans la vie où on a plus de migraines, des mal de tête, puis des périodes où on en a un peu moins. Puis des fois, il n'y a pas de raison particulière pourquoi on en a un peu plus. Fait que durant ces périodes-là, quand on a plus de crises de migraine, c'est là qu'on a besoin des traitements. Puis ça se peut que dans le fond, après un certain temps, on n'en a plus besoin. Puis un des exemples classiques qu'on peut avoir aussi, c'est que beaucoup de femmes, en période de périménopause. Donc, juste dans les années avant que la ménopause arrive, il y a beaucoup de fluctuations au niveau des hormones. Fait que ça arrive très fréquemment que des fois, durant cette période-là, on a besoin d'initier ou de réinitier un traitement préventif. Puis, une fois que ça s'est stabilisé, point de vue hormonal, on peut essayer d'enlever le médicament. Puis après ça, on n'en aura plus besoin pour le reste, pour plusieurs années. Puis, on espère pour le reste de sa vie, mais des fois, ça peut revenir. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les crises de migraine reviennent plus fréquemment, il ne faut pas se décourager non plus parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ça veut dire qu'il faut juste recommencer les médicaments, puis on va retrouver une formule qui va, la plupart du temps, on réussit à trouver une formule qui va fonctionner. On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. Vous avez mentionné tantôt qu'il y a des médicaments qui ont été développés spécifiquement pour la prévention des épisodes de migraine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, ces médicaments-là sont sortis beaucoup récemment. Dans le fond, comme je disais, depuis 2018, c'est les médicaments qu'on appelle qui sont contre le CGRP. C'est quoi le CGRP? En fait, grosso modo, c'est ce qu'on appelle un neuropeptide, donc on retrouve au niveau des neurones. Après, on en retrouve un peu ailleurs, mais c'est un neuropeptide qu'on dit qui fait de l'inflammation puis qui est très impliqué dans la migraine. Et que les études l'ont démontré, quand on vient faire des prises de sang dans les gens qui ont des crises de migraine, le taux de CGRP est plus élevé que dans la population normale.
Et donc, ces médicaments-là, ça vient empêcher, dans le fond, le CGRP, la molécule, de venir de soi, ça va venir bloquer le récepteur de cette molécule-là, ou bien même ça va empêcher le récepteur, en fait, la molécule, le CGRP, de venir se lier sur le récepteur lui-même. Donc, on vient un peu bloquer cet effet-là avec ces médicaments-là. Et on a principalement deux grandes classes de ces traitements-là actuellement. On a les anticorps monoclonaux, donc c'est des médicaments qui ont été créés qui sont des anticorps contre le CGRP. Et on a les anti-CGRP eux-mêmes qui sont les GEPA. Donc ça va bloquer les récepteurs eux-mêmes. Donc, actuellement, on a 4 anticorps monoclonaux contre le CGRP qui sont disponibles au Canada puis qui ont été créés également. Donc, on a le Adjovi, on a le Emgality, on a le Vyepti et on a Aimovig également, qui sont les 4 médicaments qui sont disponibles. Il y a le Aimovig, Adjovi et Emgality se donnent de manière, c'est une injection que les gens se font une fois par mois. Et le Vyepti, c'est une infusion intraveineuse qu'ils reçoivent une fois tous les 3 mois. Dans l'autre classe de médicaments qui sont les GEPAN pour venir prévenir le mal de tête, on en a un qui est disponible au Canada et c'est le Qulipta. Puis ça, c'est une pilule qu'on prend une fois par jour. Quelqu'un qui prend une médication préventive, que ce soit en injection ou en comprimé qu'on prend à tous les jours, est-ce qu'on peut s'attendre à ne plus jamais avoir d'épisode de migraine avec cette médication-là? Faut rester réaliste parce que dans le fond, comme j'ai dit, c'est que la migraine, c'est une maladie qui est chronique. Fait qu'un peu toute notre vie, on est à risque de faire des crises de mal de tête, des crises de migraine. Donc, viser 0 migraine, ça serait l'idéal, mais comme je dis, il faut rester réaliste. Fait que je pense que ce qu'il faut viser, c'est quand on a au moins une diminution de 50% dans l'intensité ou la fréquence des mal de tête, c'est quand même un bon objectif. Puis après ça, on veut essayer de viser, puis on peut optimiser pour avoir encore plus. Puis quand on réussit à réduire de manière significative le nombre de journées de migraine, mais après ça, c'est plus sur les traitements aigus, les cases migraines qu'on va venir plus focusser pour en avoir des meilleurs, dans le fond, pour pouvoir gérer les crises quand ils surviennent. Mais oui, ça peut arriver d'avoir des crises quand même si on a un traitement préventif. Donc, si on utilise un traitement préventif, qu'on a des épisodes de migraine, est-ce qu'on peut quand même prendre les casses migraines? Si je comprends bien, oui, les deux peuvent se prendre Puis en je même dis temps. tout le temps, à chaque patient que je vois, je dis, quand on aborde la migraine, on la traite de 2 manières. Qu'est-ce qu'on fait pour le prévenir, le mal de tête, puis qu'est-ce qu'on fait pour le traiter quand il survient? Fait pour prévenir le mal de tête, tout ce qu'on fait, il y a toute la gestion des habitudes de vie qui est important de prendre en compte. Mais une fois que ça, c'est pris en charge, après ça, même si on a beaucoup de fréquences de migraine, c'est là qu'on a les traitements préventifs. Puis malgré ça, on a des crises qui peuvent survenir. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'un bon traitement casse migraine en plus qu'il faut rajouter. Fait que les deux sont complémentaires. Donc, au niveau maintenant des médicaments casse-migraine, est-ce qu'il y a différentes catégories là aussi de médicaments qui sont disponibles pour ça? Oui, il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles pour casser la migraine. Ceux qui sont évidemment qui sont en vente libre, qui sont plus faciles à accessibles puis que tout le monde va avoir à la maison. On a le Tylenol, puis on a tous les médicaments qui sont les anti-inflammatoires, qui incluent dans le fond l'Advil, Naprosyn, tout ça. Donc ça, c'est les classiques qu'on va retrouver. Par la suite, on a d'autres qui sont plus spécifiques pour la migraine, c'est-à-dire on a la classe des triptans. Donc, c'est des médicaments qui sont là depuis les années 90 puis qui fonctionnent très bien pour casser un mal de tête. Puis, il y a 7 différents triptans qui existent. Donc, ça vaut la peine d'en essayer plusieurs parce que des fois aussi, quand il y en a un qui ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est tous les triptans qui ne fonctionneront pas. Fait que des fois, ça vaut la peine d'en essayer plus qu'un puis de voir lequel qui est le plus approprié pour nous. Aussi, les triptans, les 7 différents triptans, ils ont différentes catégories, ils ont différents atouts. Non? Il y en a qui agissent plus rapidement, puis d'autres qui agissent moins rapidement. Mais ceux qui agissent rapidement sont très efficaces pour casser les crises de migraine qui arrivent vite, comme on en a qui s'appelle le sumatriptan ou le zolmitriptan. Sauf qu'il agit plus vite, mais ça veut dire que sa durée de vie est plus courte. Fait que ça veut dire que pour ceux qui ont des crises qui sont plus longues, c'est peut-être un peu moins approprié. Mais pour ceux qui ont des crises plus longues, enfin, ou qui ont les crises de migraine qu'on sent venir puis qui s'installent tranquillement, les triptans qui durent plus longtemps, comme le naratriptan ou le frovatriptan, sont des fois plus appropriés pour ces personnes-là. Fait que des fois, on va plus s'orienter vers ceux-là. Puis aussi, il y a des triptans également qui
quand on a beaucoup de mal de cœur qui peut être associé avec ça, mais prendre le médicament, si après ça, malheureusement, on le vomit, bien, peut-être que le médicament n'a pas fait effet. Fait que des fois, il faut aller avec des triptans qui se donnent de manière autre. Comme des fois, ça peut être des piqûres, des injections qu'on peut avoir, ou il y a des sprays nasales qui existent également, ou d'autres qui font sous la langue, ce qui fait en sorte qu'on ne les perd pas. Fait que les triptans, il y en a plusieurs, puis ils ont toutes des caractéristiques différentes. Fait que ça vaut la peine d'en essayer différents parce que ça se peut qu'il y en a certains qui soient plus appropriés pour certaines personnes en fonction de leur crise de migraine. À part les triptans, maintenant, on a aussi les gépants, que j'avais déjà un peu mentionné plus tôt, qu'on en a un gépant, le Qulipta, qui s'utilise pour prévenir le mal de tête, mais on en a 2 gépants qui sont disponibles au Québec et au Canada qui peuvent casser la migraine quand elle survient, puis c'est le Ubrelvy et Nurtec, qui sont 2 médicaments qui sont très efficaces également, puis qui sont bien pour venir casser les mal de tête, puis qui ont souvent un peu moins d'effets secondaires que les triptans aussi. Fait que c'est comme une espèce d'atout par rapport aux triptans qui peut être intéressant dans le fond. Sauf que pour le vue d'efficacité, c'est sensiblement pareil, mais un petit peu moins d'effets secondaires avec les gépants. Et des médicaments comme les opioïdes, par exemple, qu'on entend beaucoup parler présentement, est-ce que ça peut être des options de traitement pour la migraine? C'est généralement, puis en fait, dans 99,9% des situations, les opioïdes ne sont jamais indiqués pour les migraines. C'est vraiment des traitements qu'on évite le plus possible parce qu'on sait qu'il y a un haut taux d'addiction qui sont associés avec ça, puis il y a des gros risques par la suite de tomber avec des troubles d'usage des opioïdes. Donc, c'est quelque chose qu'on va venir jamais prescrire ou presque. Si vraiment on pense qu'on est rendu à prescrire des opioïdes, c'est parce qu'on est vraiment rendu en dernière ligne puis qu'il n'y a pas d'autres options là, qu'on voit pour traiter les migraines. Donc, c'est jamais vraiment ça. Puis aussi, il y a un gros risque de mal de tête de rebond, les mal de tête médicamenteux qui sont associés aux opioïdes également. Donc, c'est pour ça que vraiment, comme je disais, dans 99,9% du temps, c'est pas des traitements qu'on donne. Puis aussi, les études ont démontré que pour casser la migraine, les opioïdes, c'est vraiment pas les plus efficaces. Fait que c'est souvent quelque chose qu'on voit qui ont été donnés des fois un peu moins qu'on voit ici au Québec et dans le Canada, mais aux États-Unis, ça a été fréquemment prescrit à l'urgence pour des patients qui se présentaient. Puis ça a beaucoup contribué à la crise des opioïdes qu'on voit actuellement. C'est pour ça que en ce moment, on est vraiment non, les opioïdes pour la migraine, on évite ça le plus possible, puis il ne faut pas en prendre. Puis, au niveau de la prise de médicaments pour un épisode de migraine, c'est quoi la meilleure stratégie à adopter? La meilleure stratégie à adopter, c'est d'attaquer la migraine dès qu'on sent qu'elle arrive. Parce que plus on attend pour traiter une crise de migraine, plus elle va être difficile à casser parce qu'elle avec son pic de douleur, fait que là, ça va être plus difficile à casser. Fait que dès qu'on sent que la migraine s'installe puis que ça l'augmente, c'est là qu'il faut prendre le médicament le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire que si on a attendu trop longtemps qu'il ne faut pas prendre le médicament. Il faut prendre quand même. Mais l'idéal, c'est de le prendre le plus tôt possible et de le prendre de la manière la plus adéquate possible également. Puis, pour des personnes qui ont vraiment des signes avant-coureurs, qu'il y a un épisode de migraine qui est en train de s'installer, qui connaissent ces signes-là, qui savent vraiment que là, ça s'en vient, est-ce qu'on doit quand même attendre le mal de tête avant de prendre la médication ou si on peut tout de suite prendre la médication puis peut-être s'éviter le mal de tête? C'est une excellente question parce que jusqu'à il y a 2-3 ans, je t'aurais dit qu'il faut attendre que la douleur s'installe pour prendre les médicaments parce que les triptans, Advil, Tylenol n'ont jamais vraiment été démontrés efficaces pour prévenir la crise de douleur. Fait que c'est vraiment dès les premiers signes de douleur qu'on disait qu'il faut prendre le médicament à ce moment-là. Mais maintenant, avec les gépants, donc avec le Ubrelvy puis avec le Nurtec, puis surtout avec le Ubrelvy, qu'on a une étude qui nous a démontré que dès que les gens prennent leur traitement le gépant, au moment où ils ont leurs signes avant-coureurs de migraine, par exemple, certaines patients qui disent qu'ils commencent à bâiller de manière répétée ou comme une espèce d'inconfort dans le cou qui s'installe, ils savent qu'il y a une crise de migraine arrive, puis ils prennent leur Ubrelvy ou leur Nurtec à ce moment-là, mais des fois, on réussit à éviter la crise du mal de tête. Fait que des fois, ça vaut la peine de le prendre dès ce moment-là. Mais je dirais que c'est vrai principalement avec les gépants. Les autres médicaments, il faut attendre généralement la douleur. Parfait. Et puis, bon, il y a toujours le questionnement pour les personnes qui vivent avec la migraine de est-ce que je dois prendre la médication le plus rapidement possible? Mais en même temps, on me dit qu'il ne faut pas que j'en prenne trop souvent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on attend pour voir si ça va être une crise qu'on ne pourra pas tolérer, puis que l'on prend la médication, mais en même temps, où là, il est peut-être rendu trop tard pour avoir un traitement efficace? Comment on trouve
la bonne chose à faire dans ces situations-là? Oui, c'est une excellente question. Puis c'est très difficile à venir discuter et aborder parce qu'on se retrouve entre l'arbre et l'écorce dans cette situation-là. Parce que le gros risque de prendre trop de médicaments, surtout en fait tout ce qui est Tylenol, anti-inflammatoire et les triptanes, dans le fond, ces médicaments-là peuvent être associés à des mal de tête de rebond, mal de tête de surconsommation médicamenteuse. Puis ça peut survenir en général quand on prend plus de 10 jours par mois de ces types de traitements-là pour au moins 2 à 3 mois consécutifs. Ça peut arriver, comme j'avais déjà mentionné, qu'un mois où est-ce que ça va moins bien, qu'on a une situation personnelle particulière, on a plus de migraines, c'est pas la fin du monde d'en prendre plus. Mais si c'est plusieurs mois collés, dans le fond, que ça arrive, plus de 10 jours par mois qu'on prend les traitements pour casser le mal de tête, puis c'est là qu'on peut développer le mal de tête de rebond. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui est bien avec les GEPAN, c'est qu'on n'a pas ce risque-là de mal de tête médicamenteux. Fait que si c'est possible d'avoir les GEPAN, c'est peut-être d'aller de s'orienter vers ces traitements-là pour casser, dans le fond, la migraine. Comme ça, on évite les risques de développer le mal de tête de rebond. L'enjeu qu'on a, c'est que c'est pas actuellement, on a beaucoup de compagnies d'assurance privées qui vont rembourser ces traitements-là. Donc, si c'est remboursé, tant mieux. Mais si c'est pas remboursé, c'est des médicaments qui sont assez chers. Fait que c'est sûr que dire que ça peut arriver dans la balance de voir, peut-être que c'est pas le genre de médicament qui, selon la situation économique de la personne, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut envisager. Fait que si on a seulement les Tylenol, les Advil puis les triptans, qu'est-ce qu'il faut, la tactique qu'il faut essayer d'apprivoiser? C'est de voir, surtout si on a plus de 15 journées de mal de tête, 15 jours de mal de tête par mois, c'est de voir, OK, bon, c'est d'essayer de concentrer les traitements sur ceux qui sont modérés à sévères. Hein, ceux-là, donc c'est les petits mal de tête, le mal de fond qui ne donne pas trop d'incapacité. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de difficulté de concentration, puis ça n'a pas d'impact. Tu vas dire, bon, OK, celui-là, je ne le traiterai pas, puis que je vais plus traiter les autres. Mais dès qu'on sent que ça l'augmente, c'est sûr qu'il faut traiter. Puis je dirais jamais à aucun de mes patients de dire non, on ne traite pas ta migraine, puis endure ta douleur pour le reste de la journée. Non, quand même. Si on a de la grosse douleur, il faut la traiter. Puis par la suite, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour venir diminuer l'intensité de la douleur puis diminuer aussi la fréquence. Puis là, ça veut dire qu'il faut venir jouer sur les traitements préventifs pour essayer d'éviter qu'on prenne trop de traitements aigus par rapport à ça. Puis, est-ce que le cannabis peut être une option de traitement, que ce soit au niveau préventif ou encore comme casse-migraine? Ce que je dirais, c'est qu'on n'a vraiment pas de bonnes études pour démontrer que le cannabis pourrait venir aider. On a beaucoup d'études, en fait, que le cannabis peut aider dans les douleurs hautes, surtout les douleurs qui sont associées avec des cancers, des douleurs osseuses, que ça peut relativement aider. Mais en migraine, on n'a pas d'indice comme quoi ça nous aide. Moi, je ne le recommande jamais. Puis surtout aussi, des fois, de prendre du cannabis de manière trop régulière peut aussi altérer notre sommeil, ce qui fait qu'on a un moins bon sommeil, va faire en sorte qu'on va avoir plus de migraines qui peuvent se déclencher. Puis c'est souvent vraiment un petit plaster qui ne dure pas assez longtemps. Fait que je le recommande jamais de prendre du cannabis pour ça. Bon, il y a beaucoup d'options de médicaments que vous nous avez parlé aujourd'hui. Malgré toutes ces options-là, est-ce que ça reste quand même possible que pour certaines personnes, il n'y a rien qui fonctionne? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a plusieurs options qui sont présentes, puis on a plusieurs traitements qui sont arrivés. Puis avant même l'arrivée des GEPAN, puis des anticorps monoclonales contre le CGRP, on a aussi l'option, on n'en a pas parlé, mais il y a le Botox également, qui a un très bon traitement préventif aussi. Fait qu'on a plusieurs options. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on a un médicament dans une classe qui n'a pas fonctionné, que toute la classe ne fonctionnera pas. Fait que c'est pour en essayer quand même plusieurs. Mais c'est sûr que des fois, l'avenue des traitements, soit par la bouche ou toute la pharmacie, des fois, c'est pas ça qui va vraiment aider parce que des fois aussi, il faut regarder est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent entretenir les mal de tête. Si on a d'autres comorbidités, donc beaucoup des dépressions, des anxiétés ou d'autres maladies du sommeil comme l'apnée du sommeil ou d'autres choses comme ça qui sont pas bien adressées, c'est important d'aller faire le tour puis de vérifier, voir s'il n'y a pas d'autres maladies qui peuvent expliquer pourquoi les mal de tête continuent de survenir. Ça qu'éventuellement, si on essaye tout, puis il n'y a rien qui fonctionne, ça peut arriver des fois, mais là, après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut optimiser, puis quoi d'autre on peut venir travailler pour venir diminuer le fardeau de la migraine puis du mal de tête pour essayer de diminuer tout l'impact psychologique aussi de la santé mentale que ça peut venir causer aussi.
Puis, outre la médication, est-ce qu'il y a d'autres traitements qui existent qui ne sont pas Mhm. pharmacologiques? Mhm. Ben, comme je le mentionnais plus tôt, dans le fond, surtout quand on a des gens qui ont parce qu'on sait que les gens qui vivent de la migraine, il y a un plus haut taux de pourcentage de dépression et d'anxiété. Fait que tout ce qui est psychothérapie peut très bien aider si on y a accès. Mais aussi toutes les choses qu'on peut faire à la maison qui sont des yoga, méditation, tout ce qui est pleine conscience et tout ça, c'est des choses qui ont été démontrées efficaces pour gérer tout cet aspect-là d'enjeux de santé mentale, mais également qui a un bon impact sur la migraine. Fait que c'est très bien d'aller explorer ça. Puis tout ce que je l'ai mentionné un peu plus tôt aussi, gestion des habitudes de vie, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, ça peut avoir des gros impacts sur les mal de tête. Autre traitement qu'on a, des fois des suppléments naturels aussi qui peuvent être vus, ben, comme, qui peuvent se donner sous forme de pilule également, mais comme de la vitamine B2, du magnésium, ça peut être quelque chose qui peut être bien. Et on a aussi certaines personnes qui peuvent, qu'est-ce qui vient de les aider? Ben, c'est de mettre des casques froids ou de la chaleur. Des fois, c'est ça qui va venir les aider, de se reposer, d'aller dans une pièce plus noire. Il y a certains aussi outils qui sont sortis, qui sont des outils qu'on dit de neuromodulation, dans le fond, qui vont venir faire un peu des différents stimuli qu'on peut voir soit au niveau des nerfs, au niveau du crâne en tant que tel, ou au niveau du nerf, qu'on dit le nerf vague, dans le fond, qui passe dans le cou, qui peut aider également pour la migraine, qui sont des outils qui peuvent être achetés, soit commandés en ligne, ou même des fois, j'ai déjà vu ça en vente chez Costco ou autre, ça fait que c'est des outils qui peuvent être disponibles ailleurs. Puis dans les autres approches, c'est pas mal ça, en fait, je dirais les approches non pharmaceutiques, là, je dirais. Puis au niveau des neuromodulateurs, donc si on comprend bien, c'est en quelque sorte comme un courant électrique qui est appliqué sur le corps? C'est le courant électrique, mais également, c'est un peu aussi des massages, si on veut. Ça va venir faire des petits picotements, si on veut, puis que ça va venir faire stimuler les nerfs, puis ça va venir un peu changer de la manière qu'ils vont venir sécréter les neuropeptides, dans le fond, qui sont impliqués dans la douleur puis dans les signaux de douleur. Fait que ça va venir faire un peu un reset par rapport à ça. Fait que ça peut aider certaines personnes. Puis ce type d'appareil-là, est-ce qu'on l'utilise de façon préventive ou de façon casse-migraine ou les deux? Les deux. Ça dépend de quel outil on parle, mais il y a certains qui peuvent être faits dans les deux manières, tout dépendant du réglage qui peut être établi. Puis ça, vous pouvez en parler soit avec votre médecin, vous pouvez regarder dans les instructions, puis ils vont vous dire quel réglage peut être fait par rapport à ça. On a parlé déjà de pas mal d'options de traitement. Aujourd'hui, je pense que ça va avoir répondu à beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a certains points qu'on n'a pas encore abordés par rapport au traitement que vous aimeriez qu'on discute? Bien, je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de choses, là, mais je pense que l'important de se souvenir, autant pour les traitements aigus que pour les traitements préventifs, si le premier traitement qu'on utilise ne fonctionne pas, il ne faut pas se décourager. Parce qu'il y a plusieurs traitements, puis ça serait le fun qu'il y ait un one size fits all, puis qu'on soit capable de dire comme voici ce que vous devez faire, puis voici la recette gagnante. C'est beaucoup d'essais et erreurs. Puis ça peut être décourageant, mais il faut se raccrocher, puis il faut se dire qu'il y a plusieurs traitements qui est là, puis votre professionnel de la santé va être là pour vous épauler, puis pour vous aider à vous guider dans le changement des traitements. Puis on a tellement de nouveaux traitements qui sont disponibles depuis les dernières années. On est vraiment, en ce moment, on est en guillemets dans une belle ère pour la migraine, pour les gens qui traitent la migraine, parce qu'on a beaucoup d'outils dans notre coffre à outils pour venir traiter la migraine. Fait que ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs choses qu'on peut essayer. Fait qu'il ne faut pas se décourager si le premier ne fonctionne pas. On va éventuellement réussir à trouver la formule gagnante qui fonctionne pour le patient. Puis avec toutes ces nouveautés-là, si on a déjà exploré certains traitements il y a quelques années, peut-être que ça vaut la peine de retourner. Il y a peut-être des nouveautés qui n'étaient pas disponibles à l'époque qui pourraient être efficaces aujourd'hui. Exactement. C'est pas parce que vous, là, 10 ans, dans le fond, vous migraine, vous n'aviez pas de traitement, mais aujourd'hui, ça se peut qu'il y ait un nouveau traitement qui puisse fonctionner pour vous, absolument. Merci beaucoup, Dr. Perrault. Ça fait plaisir.